Par un matin d'hiver glacial dans une ville animée, Lucie s'extirpe de son lit de fortune en carton, l'air glacial rongeant sa forme fragile. À près de 9 ans, elle paraissait encore plus petite, son corps décharné et ses vêtements en lambeaux n'offrant qu'une maigre défense contre le froid mordant. Se levant lentement, elle ressentit le vertige provoqué par la faim qui la rongeait à chaque instant. 3 jours s'étaient écoulés depuis son dernier repas. Cherchant désespérément de la nourriture dans les ordures environnantes, les espoirs de Lucie s'amenuisaient à mesure qu'elle ne trouvait que des boîtes de conserve, des restes de plastique et des bouts de papier souillés. Découragée, elle commence à errer sans but dans les rues. Ses mains engourdies se serrent l'une contre l'autre dans une tentative vaine de lutter contre le froid mordant. Lucie était orpheline, ses parents ayant disparu dans un tragique accident alors qu'elle n'avait que 5 ans. Confiée à une tante éloignée qui ne lui offrait que de la cruauté, Lucie avait pris la décision déchirante de s'enfuir et de se forger son propre chemin dans les rues impitoyables. Si elle a d'abord bénéficié d'actes de bonté sporadiques de la part d'âmes compatissantes, le passage du temps a rendu son existence de plus en plus précaire. Survivant grâce à de maigres récoltes dans les poubelles et recourant au vol dans les moments les plus difficiles, Lucie s'accroche à la vie au milieu des affres implacables de la faim et de la privation. Alors qu'elle marche sans but, la vue brouillée par la fatigue et les larmes au bord de l'écoulement, un délicieux parfum lui parvient au nez. Un arôme délicieux lui parvint au nez. C'était l'odeur d'une nourriture chaude et abondante. Lucie regarda autour d'elle, cherchant la source. L'odeur provenait de la porte légèrement entr'ouverte d'un élégant restaurant situé de l'autre côté de la rue. Elle resta paralysée un moment, contemplant l'endroit. Les tables étaient recouvertes de nappes blanches, de verres en cristal et d'assiettes en porcelaine. Les convives portaient des costumes coûteux. C'était un monde complètement étranger à sa misérable réalité. L'estomac de Lucie gronde bruyamment. L'odeur de la sauce, de la viande grillée et du pain fraîchement cuit semblait se moquer d'elle, lui rappelant combien de temps s'était écoulé depuis son dernier repas décent. Elle savait que ce n'était pas un endroit pour une fille sale et en haillons comme elle. Si elle y entrait, elle serait sûrement mise à la porte immédiatement, comme cela s'était déjà produit auparavant. Mais la faim l'emporte. Prenant son courage à 2 mains, elle traversa la rue et entra dans le restaurant, tête baissée. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus impressionnante que ce que l'on pouvait voir de l'extérieur. Des lustres en cristal pendaient du plafond, des nappes brodées recouvraient les tables, des tableaux et des miroirs ornaient les murs. Les serveurs étaient parfaitement habillés en noir et blanc. Lucie sentit les regards de mépris la transpercer, entendit des murmures et des expressions de dégoût, mais elle avala sa salive et ignora tout cela, se concentrant uniquement sur les exquis plateaux de nourriture que certains serveurs portaient. Elle s'approcha lentement d'une des tables occupées, où une famille venait de recevoir son assiette et commençait à manger avec avidité. L'odeur délicieuse de la sauce et de la viande emplissait l'endroit. Lorsque Lucie ne fut plus qu'à quelques pas, elle reprit courage et dit d'une voix rauque, tremblante de peur et de faim, « S'il vous plaît, juste une miette de pain. » Les convives lèvent les yeux vers elle, étonnés. Une femme pousse un cri d'horreur, une sale mendiante qui demande de la nourriture. « Qu'on la sorte d'ici !» s'exclama l'homme d'un air dégoûté. Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. « S'il vous plaît. Je suis très heureuse. » L'immonde serveur s'approcha rapidement, l'attrapa brutalement par le bras et commença à la traîner vers la sortie. Lucie résiste faiblement. « Laissez-moi partir. S'il vous plaît, j'ai besoin de manger. »« Sale fille, sors d'ici tout de suite avant que j'appelle la police. » Le serveur cria avec dédain, la poussa hors du restaurant et referma la porte derrière elle. Lucie pleurait inconsolablement sur le trottoir, sentant le froid s'infiltrer dans ses os et son estomac plus vide que jamais. Engloutie dans sa misère, elle n'avait pas remarqué que les convives et les serveurs la contournaient comme s'il s'agissait d'un obstacle dégoûtant. Elle leva les yeux et vit, à travers les larmes, son petit reflet dans la porte vitrée de l'entrée du restaurant.
Avec ses vêtements sales, son visage hagard, sa maigreur de squelette, elle suscitait vraiment la pitié et le dégoût. Comment peut-on aider une créature aussi répugnante qu'elle? Elle s'apprêtait à partir en traînant les pieds lorsqu'une luxueuse voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Lucie fut curieuse de voir un homme élégant, vêtu d'un beau costume à rayures et d'une canne noire, sortir de la voiture. Le chauffeur se mit au garde-à-vous devant lui et ouvrit grand la porte du restaurant. En passant devant la jeune fille, l'homme s'est arrêté un instant et l'a regardée avec curiosité. Puis il continua à entrer dans le restaurant. Cette seconde a duré une éternité pour Lucie. Le regard de l'homme n'était pas un regard de dégoût ou de rejet comme les autres. C'était un regard chaleureux, presque compréhensif, comme s'il avait entrevu dans ce bref instant toute la souffrance contenue dans le corps fragile de la jeune fille. 5-10 minutes s'écoulent. Les sanglots de Lucie se transforment en faibles murmures et elle reste recroquevillée sur le trottoir, le visage enfoui dans ses bras croisés sur ses genoux. Elle n'a plus la force de pleurer. Elle reste là, silencieuse, sentant la vie lui échapper peu à peu. Peut-être que cette ruelle sombre à côté du restaurant n'était pas un mauvais endroit pour mourir, pensa-t-elle. Après tout, personne ne se soucierait de voir cette sale fille disparaître de la surface de la terre. Sur ces dernières pensées, elle s'apprêtait à s'abandonner au sommeil définitif lorsqu'elle sentit quelqu'un la soulever délicatement. Profondément hébétée, elle leva les yeux. C'était l'homme élégant qui était entré dans le restaurant la veille. Il la tenait délicatement dans ses bras, la regardant avec compassion. « Pauvre petite fille, tu es aussi froide que la glace. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. À partir de maintenant, dit-il, d'une voix chaude et rassurante, en la berçant contre sa poitrine pour lui donner de la chaleur. Lucie n'arrive pas à croire ce qui se passe. Cet homme important était-il en train de la sauver? Elle pensait qu'il s'agissait d'un rêve ou d'un fantasme créé par son esprit délirant. Mais la chaleur de cette étreinte était bien réelle, tout comme l'exquis parfum importé qui émanait de sa barbe blanche bien entretenue. Pour la première fois depuis longtemps, Lucie se sentait protégée, contenue, en sécurité. Avec un soupir, elle s'abandonna à la fatigue et s'endormit profondément, toujours dans les bras de cet homme bienveillant. Les yeux de Lucie se remplirent de larmes à ces mots. Personne ne lui avait jamais parlé avec autant de compassion et de respect. Elle ne se souvenait même pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait appelée petite au lieu de sale. Monsieur Nick s'assit sur le bord du lit et essuya ses larmes avec son mouchoir de soie. « Ne pleure pas, mon enfant. C'est du passé. Maintenant, tu vas vivre ici avec tout le confort. Je vais leur demander de te préparer un bain chaud, puis tu viendras dîner avec moi. Tu dois avoir très faim après tant d'heures sans manger. » L'estomac de Lucie grogna bruyamment, comme pour confirmer ses paroles. La jeune fille rougit d'embarras, mais l'homme laissa échapper un rire joyeux. « C'est le son que je voulais entendre. Barbara, préparez un bain pour notre invité spécial, s'il vous plaît, et apportez des vêtements propres qui lui conviennent. » Pendant que la femme de chambre s'acquittait de ses tâches, Monsieur Nick continua à poser à Lucie de gentilles questions sur sa vie. Elle lui parle brièvement de ses parents décédés, des mauvais traitements infligés par sa tante, de sa fuite dans la rue. L'homme l'écoute avec sympathie, passant sa main sur la tête de Lucie pour la caresser doucement. « Ne pense plus au passé, ma petite. Ici, tu seras protégée et on s'occupera de toi. » Après un long et délicieux bain, parfumé aux sels aromatiques, Lucie s'habilla d'une belle robe bleue qu'on lui avait apportée. Elle était un peu grande, mais le tissu était très doux. Elle se regarda dans le miroir, surprise de se voir si changée, si propre et si bien rangée. Elle descendit timidement les escaliers qui menaient à la salle à manger spacieuse et élégante du restaurant. Il y avait plusieurs familles et couples en train de dîner, mais Monsieur Nick l'attendait à une table spéciale, à l'écart. « Asseyez-vous, mon enfant. J'ai préparé un menu très spécial pour toi. »
Il fait signe à l'un des serveurs de servir les plats. Ils apportèrent d'abord une soupe de légumes chaude, puis du poisson cuit à la vapeur avec des pommes de terre dorées, pour le dessert, une coupe de glace à la fraise avec de la crème fouettée. Tout avait l'air et l'odeur si délicieux que Lucie se sentait au paradis. Tu aimes ça, ma petite? Mange autant que tu veux. C'est spécialement conçu pour t'aider à reprendre des forces. Lucie goûta la soupe avec une petite cuillère qu'elle pouvait à peine tenir dans ses doigts fragiles. Elle savoura lentement le bouillon chaud, sentant qu'il la réconfortait et lui redonnait des forces. Elle passa ensuite au poisson et aux pommes de terre, jusqu'à ce qu'elle ait terminé l'assiette. Enfin, elle se délecta de l'exquise glace à la fraise qui fondait dans sa bouche. Monsieur Nick sourit de satisfaction en la regardant manger. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Personne n'a jamais été aussi bon avec moi. Tu n'as pas à me remercier, mon enfant. Voir ces assiettes vides et un peu de couleur sur vos joues est toute la gratitude dont j'ai besoin. Après le dîner, Lucie se sentit si à l'aise qu'elle craignit que tout cela ne disparaisse soudainement. Monsieur Nick semble percevoir sa crainte. Ne vous inquiétez pas. Vous ne retournerez pas à la rue. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. J'ai demandé au serveur de préparer la chambre pour vous. Tu peux la considérer comme tienne à partir de maintenant. La jeune fille sentit une chaleur envahir sa poitrine. C'était possible. Ce gentil inconnu l'accueillait vraiment dans sa propre maison. C'était comme entendre le conte de fées qu'elle avait toujours désiré, mais qu'elle n'avait jamais cru possible pour quelqu'un comme elle. L'homme se leva et lui tendit la main. Venez, je vais vous présenter au personnel. Ensemble, ils firent le tour de la cuisine où une douzaine de cuisiniers et d'assistants allaient et venaient frénétiquement. Tous regardent Lucie avec curiosité. Mes amis, cette petite fille s'appelle Lucie, et à partir de maintenant, elle vivra ici. Traitez-la bien et aidez-la à faire ce dont elle a besoin. Lucie, si tu as faim ou si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à demander à quelqu'un qui travaille dans le restaurant. D'accord? Oui, monsieur. Balbutie la jeune fille rougissante sous tant de regards posés sur elle. Il se dirige ensuite vers une grande salle où les serveurs et les serveuses rentrent à la fin de leur service. La présentation est répétée. Tout le monde semblait surpris de voir une petite fille chétive se transformer en une jeune femme vêtue d'une robe de soie. Une fois les présentations terminées, il l'accompagne dans la chambre. L'épuisement des émotions vécues cette nuit commence à peser sur les paupières de Lucie. Repose-toi bien, mon enfant. Demain sera un nouveau jour. Barbara sera à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dors bien, dit l'homme avec une extrême douceur en aidant Lucie à s'allonger et en l'abordant. Puis, sur un coup de tête, il déposa un doux baiser sur son front. C'était la première marque d'affection que Lucie se souvenait d'avoir reçue depuis des années. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux lorsque Monsieur Nick partit, éteignant les lumières. Dans l'obscurité, elle se blottit contre l'oreiller, sentant un immense bonheur envahir tout son corps. Le lendemain matin, la lumière intense qui pénètre par les grandes fenêtres réveille lentement Lucie. Elle se redresse dans le grand lit et regarde autour d'elle. Est-ce que ce n'était qu'un rêve? Mais non, c'était bien réel. Elle était dans cette chambre splendide, vêtue d'une chemise de nuit en soie. Comment un tel bonheur pouvait-il être vrai? Elle sauta du lit et courut à l'armoire, où elle vit les robes, les rubans pour les cheveux, les délicates pantoufles écarlates que Barbara, la femme de chambre, avait laissé arranger pour elle. Lucie choisit une jupe jaune pâle avec des fleurs brodées et l'essaya en dansant devant le miroir en pied. Elle lui allait à ravir. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit. C'était Barbara qui apportait le petit déjeuner. Miss Lucie. Je vois que vous vous êtes réveillée avec beaucoup d'énergie aujourd'hui. Monsieur Nick m'a demandé de vous apporter votre petit déjeuner ici, dans votre chambre,
pour que vous puissiez manger tranquillement. Il m'a également dit que vous devriez vous rendre plus tard à l'administration du restaurant pour lui parler. Viens, assieds-toi, ça refroidit, dit Barbara en disposant un plateau avec du jus fraîchement pressé, des crêpes au miel, du lait au chocolat et des biscuits à l'avoine. Tout avait l'air délicieux. Lucie mangea avidement sous le regard satisfait de la femme. Une fois prête, elle s'habilla et se coiffa du mieux qu'elle put et descendit l'escalier central jusqu'au bureau de Monsieur Nick. Elle frappa timidement à la porte. « Entrez », dit la voix chaleureuse de l'intérieur. L'homme l'accueillit avec un sourire radieux. Lucie s'assit devant l'immense bureau en bois. « Mon enfant, je suis heureux de voir la couleur de tes joues aujourd'hui. Je suppose que tu as bien dormi et que tu as pris ton petit déjeuner. » « Oui, monsieur. Tout était délicieux. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre l'appareil. Je t'ai déjà dit, petite, que tu n'as rien à me payer. Je le fais volontiers. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Nous pouvons aller nous promener où tu veux. Je peux t'acheter de nouveaux vêtements, des jouets. J'aimerais aussi t'emmener chez le médecin pour un bilan de santé afin de voir comment tu te portes à l'intérieur. Dis-moi ce que tu veux. Lucie se sentait dépassée. Personne ne lui avait jamais donné autant de choix. Et pour être honnête, tout ce qu'elle voulait, c'était rester là pour toujours. Tout comme elle se sentait protégée et en paix. Elle le dit à Monsieur Nick qui l'approuva d'un signe de tête. C'est parfait. Nous irons à votre rythme. Pas de pression. Aujourd'hui. Je dirai au docteur Jérémy de venir vous voir dès qu'il le pourra. D'accord. La jeune fille acquiesce. Puis l'homme s'est excusé. Il avait du travail administratif à terminer, mais il lui dit qu'elle pouvait explorer le restaurant et les jardins autant qu'elle le souhaitait. Il lui donna un baiser sur le front et lui dit au revoir jusqu'à l'heure du déjeuner, jusqu'à ce qu'il soit excité par tant de liberté. Lucie a passé une merveilleuse matinée à déambuler dans les vastes halls drapés, les couloirs moquetés et la cuisine rutilante. Tout le monde était gentil avec elle. Même dans le jardin de l'arrière-cour, le jardinier André lui a donné un minuscule rosier pour qu'elle s'occupe de ses propres fleurs. Pour la première fois depuis longtemps, Lucie s'est sentie complètement heureuse cet après-midi-là. Après le déjeuner, Lucie était en train d'arroser joyeusement son rosier dans le jardin lorsqu'elle vit Monsieur Nick s'approcher, accompagné d'un autre homme. « Mon enfant, je voudrais te présenter le docteur Jérémy. C'est un bon ami et il a gentiment accepté de te faire un check-up pour voir comment tu vas à l'intérieur. » Explique Monsieur Nick en souriant. « Bonjour, Lucie. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tu peux m'appeler oncle Gérard comme tous les enfants. Monsieur Nick m'a raconté votre histoire. C'est très triste. Mais n'y pensons plus. Maintenant, tu as une nouvelle vie ici et nous voulons que tu sois en bonne santé et fort. Venez, nous allons vous examiner dans la salle médicale. » Lucie serra timidement la main tendue par le médecin. C'était un homme d'une soixantaine d'années avec de petits cheveux blancs sur les côtés et des yeux bleus bienveillants qui lui donnaient confiance. Elle le suivit, ainsi que Monsieur Nick. Dans un couloir jusqu'à une salle blanche très propre où se trouvait un brancard et divers instruments. « Asseyez-vous ici, ma petite. Je vais écouter votre cœur et vos poumons. Je vais prendre votre tension artérielle, votre poids et votre taille. D'accord. Ça ne fait pas mal du tout. N'ayez pas peur. » Le docteur Jérémy s'est montré très aimable tout au long de l'examen. Lucie s'est sentie à l'aise avec lui, car il a fait des remarques amusantes qui l'ont fait rire. Il l'a pesé, mesuré, ausculté, examiné ses yeux et ses oreilles. Monsieur Nick a tout observé dans un coin sans intervenir. « Très bien, Lucie. Nous avons terminé. Tu es très courageuse. Maintenant, parlons un peu des résultats.
dit le médecin en retirant son stéthoscope. Ils s'assoient tous les trois autour d'une table ronde pour avoir vécu dans la rue pendant près d'1 an. Vous allez bien, jeune fille, un peu maigre et petite, un peu anémique. Je dirais que c'est normal, dû à la malnutrition. Il va falloir que tu manges très bien à partir de maintenant. Je vous prescrirai aussi des vitamines avec une bonne alimentation et un suivi médical régulier. Dans quelques mois, vous serez parfaite. Lucie sourit de soulagement. Les propos de l'aimable médecin confirmaient que son calvaire dans la rue était terminé. Désormais, il n'y a plus qu'un avenir radieux qui l'attend. Monsieur Nick semblait lui aussi apaisé par le diagnostic. Je suis heureux de l'entendre, Gérard. Venez tous les 2 mois pour des examens de routine. Je veillerai personnellement à ce que vous mangiez bien et à ce que vous meniez une vie saine. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'aimerais parler seul à seul avec la jeune fille. Bien sûr, Anthony. Nous nous verrons au dîner. Au revoir, Lucie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre vos vitamines. Une fois seul, Monsieur Nick a regardé Lucie avec bienveillance. Et comment avez-vous vécu l'examen médical? Très bien. Monsieur. Le médecin pense que je vais très bien et il est très gentil. Il m'a dit de manger plus et de prendre des vitamines. C'est vrai. À partir de maintenant, je veux que tu manges jusqu'à ce que tu sois complètement rassasié à chaque repas, quelle que soit la quantité de poids que tu gagnes. Il faut que tu reprennes du poids et de la taille. Et nous allons aussi prendre soin de toi pour que tu ne retombes pas malade. Lucie acquiesce. C'était tellement irréel d'entendre quelqu'un parler avec autant d'intérêt de sa santé, de son bien-être. Elle sentit une boule dans sa gorge sous l'effet de l'émotion. Monsieur, je suis désolée de vous appeler comme ça tout le temps. Comment voulez-vous que je vous appelle, demanda-t-il timidement. Oh, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Vous pouvez m'appeler Anthony. C'est mon nom. Répondit-il aimablement. D'accord, Anthony, dit la jeune fille en savourant ce nom peu commun. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Mais pourquoi? Je suis une étrangère, une mendiante. Pourquoi vous préoccupez-vous autant de moi? L'homme prit un moment avant de répondre. Il semble chercher les mots justes. Tu vois, Lucie, il y a 35 ans, j'étais comme toi, dit-il, finalement perdu dans ses souvenirs. Mes parents étaient très pauvres et ne pouvaient pas subvenir à mes besoins à l'âge de 6 ans. J'ai dû vivre dans la rue, voler de la nourriture dans les poubelles, mendier des bras. C'était très dur. J'ai vraiment souffert pendant tout ce temps. Jusqu'au jour où, vers l'âge de 10 ans, une famille aisée sortant d'un restaurant m'a vu mendier des restes dans les poubelles et a eu pitié de moi. Ils m'ont emmené chez eux, m'ont donné un bain, des vêtements propres et un bon dîner. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi dans un lit doux et chaud. Le lendemain, ils ont décidé de m'adopter légalement. Ils m'ont donné leur nom de famille, ont payé mon éducation, m'ont élevé comme l'un des leurs parmi leurs 2 autres enfants. Grâce à eux, j'ai pu aller de l'avant, m'éduquer, faire carrière et arriver là où je suis. Les yeux de l'homme se remplissent de larmes à ses souvenirs. Lucie le regarde, étonnée et émue. C'est pourquoi, lorsque je t'ai vu allongé sur le trottoir, sale, affamé, fragile, j'ai revécu ma propre histoire. J'ai senti qu'il était de mon devoir de te donner la même chance que celle qui m'a été donnée lorsque j'étais enfant. Plus que quiconque, tu méritais de jouir d'une bonne vie après tant de souffrances à un si jeune âge. C'est le moins que je puisse faire pour rendre au monde un peu de la gentillesse que d'autres ont eue à mon égard. Monsieur Nick pleurait de chagrin en racontant son histoire. Lucie s'est levée et l'a spontanément serré fort dans ses bras. C'était la première fois qu'elle osait avoir un geste aussi affectueux envers lui. L'homme a répondu avec enthousiasme en lui caressant les cheveux. Merci. Merci de m'avoir sauvé.
murmura la jeune fille entre deux sanglots. Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que l'émotion du moment s'estompe. Puis il s'est agenouillé pour la regarder droit dans les yeux, en la prenant par les épaules. Lucie, après avoir entendu l'avis du médecin selon lequel tu vas bien, et après avoir raconté mon histoire personnelle, je voudrais te faire une proposition, dit-il solennellement. Tu n'es plus une étrangère pour moi. En peu de temps, je me suis pris d'affection pour ta douce nature. Tu es une fille très spéciale. C'est pourquoi je veux te demander officiellement si tu veux rester ici pour toujours. Que dirais-tu si je te proposais de t'adopter légalement comme ma fille? Les yeux de Lucie s'écarquillent, choquée. Avait-elle bien entendu sa fille? Veut-il l'adopter? Elle bégaya, stupéfaite. C'est exact, ma petite. En quelques jours, je me suis beaucoup attachée à toi. Tu es très bonne, affectueuse, polie. Tu ferais une fille merveilleuse. J'en suis sûre. Je n'ai ni famille ni enfant. Je vis seule dans cette grande maison. Je serais très heureuse de te donner mon nom de famille, de m'occuper de toi et de te voir grandir en bonne santé et heureuse. Bien sûr, si tu es d'accord, si tu aimes l'idée d'avoir un foyer et un père. Lucie était sous le choc. Son petit esprit n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Cet homme gentil et riche voulait-il faire d'elle sa fille, lui donner son nom de famille, faire d'elle l'héritière de tout ce qu'il possédait? C'était trop incroyable. Des milliers d'émotions explosent dans sa poitrine. Elle se jette à nouveau dans les bras de Monsieur Nick, riant et pleurant à la fois. Oui, oui, bien sûr que je le veux. J'aimerais que vous soyez mon père. Oh, c'est comme un rêve. Enfin une famille, un papa, un foyer. Merci beaucoup, merci. Non, ma fille. Merci de m'avoir accepté. Il a ri aussi, ému. Allez, ne pleure plus. Nous avons beaucoup de choses à fêter. Ce soir, nous porterons un toast pour célébrer le fait que tu seras ma fille. Le reste de la journée passa rapidement. Lucie flottait sur un nuage de bonheur. Elle avait enfin un père et un bel avenir devant elle. Monsieur Nick, son nouveau père, comme elle devrait désormais l'appeler, l'a emmenée dans son bureau privé. Il l'a présentée à tout le monde comme sa future fille adoptive. Il a appelé son avocat pour qu'il s'occupe des formalités d'adoption. Après le thé, les servantes l'ont emmenée essayer de nouvelles robes élégantes, des baskets et des rubans pour les cheveux. Monsieur Nick voulait qu'elle porte de jolis vêtements pour le dîner spécial de ce soir-là. En outre, il lui a annoncé avec enthousiasme que ses deux neveux, Paul et Marie, qui vivaient à la campagne avec leurs parents mais passaient toutes leurs vacances avec lui, arriveraient le lendemain. Ils seraient en quelque sorte ses nouveaux cousins adoptifs. À la tombée de la nuit, Lucie se sent comme une véritable princesse. Elle portait sa robe rose tendre, les rubans brodés dans ses cheveux et les minuscules boucles d'oreilles en perles que son nouveau père lui avait offertes. Pour l'occasion, il avait également revêtu un spectaculaire costume noir avec nœuds papillons. Ils ont trinqué avec du cidre. Monsieur Nick a estimé qu'elle était encore trop jeune pour le champagne et ils ont mangé un magnifique gâteau au chocolat en forme de cœur préparé spécialement pour elle. Les serveurs et tout le personnel du restaurant étaient ravis de la nouvelle. Ils passent devant leur table pour la féliciter et lui dire qu'elle a de la chance. Même les élégants clients habituels, ayant appris par Monsieur Nick qu'il avait adopté la pauvre fille, s'approchèrent gentiment d'elle pour la saluer. Lucie ne s'était jamais sentie aussi embrassée, aussi importante. Ce soir-là, après que son nouveau père l'abordait en l'embrassant sur la joue comme il le faisait tous les soirs, Lucie est restée longtemps éveillée, écoutant la douce musique de piano en direct du restaurant. Elle regardait le plafond dans l'obscurité, n'arrivant toujours pas à croire tout ce qu'elle vivait. Elle était passée d'une petite mendiante sans avenir à une famille, de beaux vêtements, du confort et un père qui l'adorait. Elle s'endormit avec le sourire en pensant à ses oncles et cousins qui arriveraient le lendemain.
Sa vie de bonheur ne fait que commencer. Le lendemain matin, Barbara la réveille à nouveau, très souriante. Petite Lucie, lève-toi vite. Tes nouveaux cousins sont arrivés et sont impatients de te rencontrer. Ils t'attendent en bas pour prendre le petit déjeuner ensemble. Lucie se leva d'un bond. Excitée. Elle allait enfin avoir quelque chose comme des frères et sœurs de son âge avec qui partager ses journées. Elle avait hâte de rencontrer Paul et Marie. Lucie s'habilla à la hâte. Elle choisit une jolie robe vert d'eau à volants que son père avait spécialement confectionnée pour elle. Elle brossa ses cheveux blonds 100 fois comme les bonnes le lui avaient appris et dévala l'imposant escalier jusqu'à la salle à manger. Par les portes entr'ouvertes, elle entendit le son joyeux des rires des jeunes. La nervosité et l'excitation lui donnaient des papillons dans l'estomac. Ferait-elle bonne impression sur ses cousins? Elle prit une grande inspiration et poussa doucement le battant de chêne sculpté pour entrer dans la grande salle ovale. Son père était déjà assis en bout de table, impeccablement vêtu d'un costume cravate. À sa gauche, un jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux verts brillants parlait avec animation d'un sujet lié aux chevaux. Devant lui, une jeune fille aux longs cheveux dorés séparés par le milieu. Elle riait aux éclats à un commentaire du jeune homme. En remarquant la présence de Lucie, Monsieur Nick s'est rapidement levé avec une expression radieuse. « Lucie, ma fille, entre, ne sois pas timide. Viens rencontrer tes cousins. » Avec timidité, la jeune fille s'approche. Les deux adolescents la regardent avec des sourires identiques et amicaux. « Paul, Marie, je suis fière de vous présenter Lucie, ma fille adoptive. » dit la femme d'une voix pleine de fierté. « Lucie, ce sont mes chers neveux, Paul et Marie. Ils resteront ici tout l'été. Vous aurez donc tout le temps de faire connaissance et de devenir amis. » Marie se leva et marcha gracieusement vers Lucie, comme si elle glissait. Elle l'enveloppa d'une délicate étreinte parfumée. « Bienvenue dans la famille. Petite Lucie. C'est un tel plaisir de te rencontrer enfin. Mon oncle m'a tellement parlé de toi dans ses lettres que j'ai l'impression que nous sommes amis depuis toujours. » C'est ensuite au tour de Paul de la saluer en la serrant brièvement dans ses bras et en lui faisant une petite révérence. « C'est aussi un plaisir pour moi de rencontrer notre nouvelle cousine. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Si quelqu'un te fait du tort, dis-le-moi et je m'en occuperai. » La remarque fait rire tout le monde, l'ambiance est chaleureuse et amicale. Ils s'installèrent ensuite à la table où les attendait un somptueux petit déjeuner composé de jus, de fruits, de tortillas, de confitures et de thé fraîchement infusé. Lucie se sentait au paradis, naturellement intégrée dans cette belle famille. Tout en mangeant, Paul et Marie lui posent des questions curieuses sur sa vie. Comment a-t-elle rencontré son nouveau père? A-t-elle aimé sa nouvelle maison? Lucie répondait avec enthousiasme et les deux adolescents semblaient ravis d'elle. Ce soir-là, lorsque j'ai quitté les lieux en sentant l'arôme du dîner, j'ai trouvé Lucie évanouie sur le trottoir. Elle n'avait plus que la peau sur les os et était en lambeaux. Cela m'a brisé le cœur de la voir ainsi, si frêle, sans défense. Je n'ai pas hésité à la ramasser et à l'emmener à l'hôpital pour la soigner. Depuis, nous sommes devenus très proches. J'ai décidé de l'adopter comme ma fille. Dès que le médecin a confirmé qu'elle était en bonne santé, Monsieur Nick a raconté en caressant doucement la main de Lucie sur la table. C'est une histoire vraiment touchante, mon oncle. Vous avez fait ce qu'il fallait. Lucie mérite d'être heureuse après tant de souffrances. La voir aujourd'hui si belle, propre et souriante, prouve que c'était la meilleure décision. Dit Marie avec douceur. C'est vrai, oncle Anthony. Tu peux compter sur nous pour l'intégrer dans la famille et faire en sorte qu'elle se sente chez elle. C'est vrai, Lucie. Ajoute Paul en lui faisant un clin d'œil complice. Elle se sent rayonnante. Après le petit déjeuner, Paul et Marie se lèvent de table. Si vous voulez bien nous excuser, mon oncle,
nous allons emmener notre nouvelle cousine explorer le domaine et les environs pour nous familiariser. Nous voulons aussi lui montrer les anciens passages secrets que nous avons découverts quand nous étions enfants. Nous serons de retour pour le déjeuner. » Ils prirent la main de Lucie et sortirent par la porte de la cuisine, dans la lumière du dehors. Les vastes jardins semblaient encore plus splendides ce matin-là, la rosée de la nuit étant encore fraîche sur les feuilles. Un chemin de pierre menait aux écuries situées derrière une petite pinède de la propriété. Paul ouvre la marche, suivi par les deux dames qui discutent avec animation de l'amabilité de la nature. Là-bas, c'est la maison du jardinier, Monsieur André, indique Marie en désignant une humble mais soignée mais grise mais entourée de vignes. Vous le connaissez sans doute de vue. Il fait des merveilles. Grâce à ses mains, ce jardin est splendide. En passant devant la porte, ils aperçoivent le vieil homme en train d'arroser ses chères hortensias avec un tuyau d'arrosage. Il lève la main pour les saluer chaleureusement. Bonne journée à vous, les jeunes. Je vois que vous venez avec un nouveau petit ami, dit-il avec un sourire bienveillant. Ils se présentèrent brièvement et continuèrent leur chemin en faisant des commentaires sur l'aspect agréable du jardinier. Les écuries sont immenses. Il devait y avoir au moins 30 beaux chevaux pur sang dans de spacieuses stalles en bois. Plusieurs jeunes filles en tenue d'équitation étaient là, donnant des carottes et des morceaux de sucre aux animaux ou toilettant leurs crinières brillantes. Ce sont les élèves de l'académie d'équitation de Madame Margot. Elles prennent des cours ici avec les meilleurs chevaux 2 fois par semaine ? Explique Paul en caressant le nez d'un imposant étalon blanc. Il propose à Lucie de faire un tour de piste pour voir les élèves monter à cheval. La petite fille est ravie de l'idée. Elle prend plaisir à regarder les jeunes femmes monter élégamment dans leurs robes d'équitation, leurs bottes montantes et leurs chapeaux brillants. Après la promenade, elles rentrèrent à la maison pour déjeuner. Sur le chemin du retour, Marie demanda à Lucie de marcher avec elle un peu derrière Paul, car elle voulait lui montrer secrètement les passages cachés. Lorsqu'il prit quelques mètres d'avance et ne put les entendre, elle se dirigea vers une section d'herbe apparemment identique au reste et marcha sur quelques points précis dans l'ordre. À la surprise de la jeune fille, un passage camouflé s'ouvrit dans le mur, assez large pour qu'une personne mince puisse y passer. C'est l'un des multiples passages secrets qui relient la maison principale au terrain. Je les ai découverts quand j'avais environ 8 ans, en jouant à cache-cache avec Paul. Regarde à l'intérieur. C'est plein de toiles d'araignée, mais si on va plus loin, on arrive à la cave à vin du sous-sol, explique Marie. Lucie, fascinée, jette un coup d'œil à l'intérieur à l'aide d'une torche. Elle n'arrive pas à croire qu'il y a des chemins cachés qui relient les pièces. Elle s'imaginait jouer à cache-cache et surprendre tout le monde à l'intérieur d'une armoire ou d'un tableau. Marie lui montre 2 autres entrées, l'une derrière une statue grecque dans le hall central et l'autre sous un tapis au 2e étage. N'en parlez à personne. Seuls Paul et moi connaissons certains de ces passages. Ils peuvent être notre secret lorsque tu veux explorer la maison ou te cacher si tu t'ennuies, dit Marie. Lucie se sentait très excitée. Elle était fière de partager un secret avec ses cousins plus âgés. Elle avait l'impression de faire partie du groupe. Alors qu'elle retournait dans la salle à manger pour le déjeuner, elles entendirent une agitation venant de la cuisine. En jetant un coup d'œil, ils virent le cuisinier, Monsieur Jeff, en train de crier furieusement et le jeune assistant Jean sur le sol en train d'essayer de contenir l'hémorragie d'une profonde coupure à la main. Tu es inutile, Jean. Regarde le gâchis que tu as fait parce que tu étais distrait. Tu as gâché le soufflet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 heures, et en plus, tu t'es coupé par maladresse. Monsieur Jeff hurle, tandis que tout le monde regarde la scène avec étonnement, n'osant pas intervenir à cause du chef explosif. Ce n'est que lorsque le sang du garçon forma une flaque sur le sol que le steward osa s'approcher. Excusez-moi, Monsieur Jeff, mais nous devons nous occuper de la blessure du garçon. Il perd beaucoup de sang. C'est peut-être grave. Je vais appeler le docteur Jérémy pour qu'il vienne d'urgence,
dit-il en entraînant l'assistant malmené pour le soigner, recevant encore quelques cris et insultes de la part du chef caractériel. L'ambiance ne s'est pas calmée pendant le déjeuner. J'en étant pas en cuisine pour l'aider, les plats sont servis froids et le dessert reste cru. Monsieur Nick ne s'est pas plaint par respect pour le chef, mais tout le monde a remarqué son mécontentement. À la fin du repas, l'intendant s'approche pour donner des nouvelles du blessé. Monsieur, le docteur Jérémy vient de partir après avoir bandé la main de Jean. Heureusement, il n'y a pas de blessure osseuse, mais il y a des muscles et des tendons coupés. Il ne pourra pas reprendre le travail avant 2 semaines, le temps que la blessure cicatrise. Vous avez entendu, monsieur Jeff, demande monsieur Nick. À cause de votre négligence, nous sommes sans assistant pour 15 jours. J'espère que vous vous rendez compte du problème que cela pose pour l'organisation de la cuisine. Je comprends parfaitement, monsieur. L'homme répond. Un peu nerveusement. Je mettrai les bouchées doubles pour couvrir les tâches du garçon. Peut-être devrais-je engager quelqu'un temporairement. Pas question. Nous avons déjà assez de personnel. Tu t'en chargeras seul, en guise de punition pour cette négligence. Et que cela ne se reproduise plus. Monsieur Jeff serre les poings, mais se plie à l'ordre sans un mot. Un silence tendu s'installe dans la salle à manger. Pour détendre l'atmosphère, Paul se lève et propose à Lucie d'aller explorer le bosquet voisin. Elle accepte volontiers, désireuse de s'éloigner de l'atmosphère hostile. Ils marchent ensemble sur le chemin de gravier, profitant de l'air frais et du chant des oiseaux. Le jeune homme leur indique les différents types d'arbres et d'oiseaux, heureux de partager ces vastes connaissances en biologie. Soudain, ils aperçoivent une lueur entre les branches qui attire leur attention. Ils s'approchèrent prudemment et découvrirent une hutte minuscule, mais très soignée, avec un toit de chaume, une porte et une fenêtre. On aurait dit un conte de fées. En regardant par la fenêtre, ils virent à l'intérieur une table avec une nappe, un vase de fleurs fraîches, des étagères avec des livres et des bibelots. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Paul ?» demande Lucie, fascinée. « Si je me souviens bien, c'est la petite maison que mon oncle avait construite pour que Marie et moi puissions y jouer quand nous étions petites. Nous y prenions le thé avec nos ours en peluche. J'avais complètement oublié son existence. » Ils s'assirent sur un banc de pierre voisin pour mieux voir la cabane cachée dans les pins. « J'ai une idée. Si tu promets de n'en parler à personne, nous pourrions redonner vie à cet endroit. Ce serait très amusant d'avoir un refuge privé dans la forêt, rien que pour eux. » Oui, j'adore ça. Nous pouvons demander à monsieur André de nous aider à tailler l'herbe et les plantes autour, pour que ce soit plus joli. D'un commun accord, ils décidèrent de commencer les rénovations le lendemain. Ils revinrent très heureux, planifiant tous les détails de la décoration. Sur le chemin du retour, Paul raconte à Lucie qu'il avait l'habitude de jouer dans le bois, mais que leurs 2 parents sont morts il y a 2 ans dans un accident de voiture. Marie et lui passent donc la majeure partie de l'année dans un internat strict en ville, tandis que leur oncle gère la propriété héritée jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. C'est pourquoi nous aimons tant venir ici chaque été. Nous nous sentons libres d'explorer les jardins et la maison. Nous trouvons toujours des endroits nouveaux et mystérieux. Et maintenant que tu es là, les vacances seront encore plus agréables. Tu verras. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur dont je puisse m'occuper et que je puisse gâter. Lucie rougit, flattée. Charmé avait eu des frères plus âgés qu'il aimait comme ça. Ce serait une expérience très spéciale. Cet après-midi-là, après le thé, Marie proposa de jouer à s'habiller avec les vieux chapeaux et les bijoux de la grand-tante de tante Sophia. Ils montèrent au grenier en riant, où Paul descendit 2 énormes malles, remplis de robes, d'éventails et d'ombrelles en dentelle d'une autre époque. Lucie ne s'est jamais autant amusée. Elles essaient des tenues très élégantes, si longues qu'elles doivent les soulever pour ne pas marcher dessus. Paul a mis un chapeau de capitaine avec des plumes et un bâton de maréchal.
Ils ont défilé dans les couloirs en faisant semblant de jouer une pièce de théâtre au milieu des rires. Puis Marie les maquille exagérément avec des poudres blanches et rouges, du mascara et des ombres à paupières bleues. Elle se regarde dans le miroir et éclate de rire devant tant d'extravagance. À ce moment-là, une des servantes passa et poussa un cri d'horreur. « Les enfants, quelles sont ces manières ? Regardez comme vous avez sali les costumes de tante Sophia sur le sol avec du maquillage. Allez nettoyer tout de suite. » Embarrassés par la réprimande, ils obéissent sans se plaindre. Mais loin de se fâcher, elles rirent encore dans la salle de bain, se rappelant le visage effrayé de la pauvre femme. Le lendemain matin, Lucie se réveille avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait fait un terrible cauchemar dans lequel son nouveau père changeait d'avis et décidait de la renvoyer à la rue après lui avoir dit qu'il ne voulait plus d'elle comme fille. Elle savait que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais elle se précipita dans le bureau de Monsieur Nick, à peine habillée, ayant besoin d'entendre de sa bouche la réaffirmation qu'elle appartenait désormais à cette famille pour toujours. Elle frappa timidement à la porte et entra timidement lorsqu'elle reçut une réponse. L'homme était en train d'examiner des documents derrière son grand bureau en acajou. En voyant Lucie, son visage s'illumina d'un sourire. « Lucie, bonjour. Quelle agréable surprise de recevoir votre visite si tôt. Dites-moi, avez-vous besoin de quelque chose ? Asseyez-vous ici avec moi. » Elle prend place dans un fauteuil en cuir cossu devant le bureau, en tordant sa robe entre ses mains par nervosité. « Je voulais juste vous demander, enfin, savoir si elle bafouillait ne sachant pas comment exprimer ses craintes. Si, allez, tu peux parler avec assurance. Tu sais que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. » Son père l'encourage d'un regard amical. « C'est juste que la nuit dernière, j'ai fait un rêve terrible dans lequel vous ne vouliez plus de moi comme fille et me disiez que vous alliez me renvoyer vivre dans la rue. » dit-elle en sentant ses yeux s'humidifier. Monsieur Nick se lève rapidement de son siège et s'agenouille à côté d'elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Oh, ma petite fille, je suis vraiment désolée que tu aies fait ce mauvais rêve. Mais écoute-moi bien. Cela n'arrivera plus jamais. Tu es ma fille pour toujours et tu es ici chez toi. Personne ne t'éloignera de moi ni ne te fera retourner dans ce monde de difficultés. Est-ce que c'est clair, mon amour ? » Lucie le serra dans ses bras, pleurant, émue par ces mots. Son père semble lui aussi ému en caressant ses cheveux blonds. « Voilà, voilà. Ce n'est pas la peine de pleurer. Allons prendre le petit déjeuner car aujourd'hui, une journée spéciale nous attend. Tes cousins veulent t'emmener en pique-nique au lac pour que tu puisses te baigner un peu et respirer l'air frais. Cela te fera du bien après cette nuit de mauvais rêves. Allez, prépare-toi gentiment et retrouve-les dans une demi-heure au belvédère du jardin, d'accord ? » Encouragée par la promesse d'un pique-nique amusant, la jeune fille se dépêcha d'enfiler une robe bleue et un ruban assorti à ses boucles dorées. Elle embrasse son père sur la joue et se précipite vers le lieu de rendez-vous. Comme convenu, Paul et Marie l'attendent devant la gloriette de marbre blanc entourée de rosiers. Elle portait un grand panier en osier rempli de délices sucrées et salées tandis que sa cousine portait une glacière et un immense parasol rayé. La belle Lucie, prête pour un pique-nique champêtre relaxant. Nous avons demandé à la cuisine de préparer toutes sortes de sandwichs, des pâtisseries et de la tarte au citron, votre préférée. Et regarde cette énorme nappe à carreaux que nous avons trouvée dans le grenier. Ce sera spectaculaire. L'enthousiasme de Marie était contagieux. Elle et son frère n'arrêtent pas de rire en marchant sur le chemin vert qui mène au lac. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit pittoresque entouré de saules pleureurs, Lucie elle-même chantait de petites chansons joyeuses avec eux. Ils installèrent le pique-nique à l'ombre d'un vieux chêne et furent impressionnés par la beauté du paysage qui s'offrait à eux. Le lac cristallin reflétait les rayons du soleil sur sa surface. Moucheté de feuilles d'érable rouges qui dansaient en descendant des branches. Une brise fraîche agitait les roseaux sur la rive, les invitant à tremper leurs pieds dans le ruisseau limpide.
Le dernier à entrer dans l'eau est un œuf pourri. S'écria Paul en courant, enlevant ses chaussures et ses chaussettes en cours de route. Ainsi se termine cette belle histoire. Si vous l'avez aimée, nous vous invitons à regarder ces autres belles histoires.